Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Et salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, on vous fait un Au son de la cloche et un Place au débat. On le mentionnait, format presque maintenant d'ancrage du podcast, là. On le disait au tout début de la saison 7 là, qu'on avait plein de bonnes intentions sur des dans vos poches récurrents d'une semaine à Ça l'autre. Et on n'arrivera a pas. fait un. En fait, c'était un excellent dans vos poches. Ceux qui veulent écouter, je pense que c'était l'épisode 1 ou 2 de la saison 7. Là. Très bon sujet. Mais je pense qu'il y a effectivement des points d'actualité plus intéressants. Je faisais une mention, je pense, dans les derniers épisodes aussi, que ça se tranquillisait, là. Je pense qu'il y a de très bons sujets et deux bons sujets qu'on vous voit aujourd'hui, là. Un que Gab a proposé, et même les deux presque que Gab a proposé d'ailleurs, je dois le mentionner, étant donné qu'on va parler, premièrement d'un sujet qui est directement lié à une compagnie qui est listée, et en deuxième partie d'un sujet qui est, ma foi, polarisant et le sera sans faire de spoiler pour encore jusqu'en 2024 et possiblement pour encore 4 ans suivant qui va être en place pour le prochain mandat. Le spoiler est officiellement fait, là, mais je pense, Gab, que le disclaimer de début d'épisode à la fois en mode finance mais également en mode opinion là, se veut très important aujourd'hui. Ouais, bah c'est ça. Deux sujets, on va dire, potentiellement controversés, etc. Donc le premier, c'est plus que, comme tu l'as dit, JP, on va parler d'une compagnie qui est en bourse dans le haut son de la cloche. Donc évidemment, vous êtes bien au courant, tout ce qu'on parle dans le podcast, ça vous êtes bien habitués, chers auditeurs. Il ne s'agit que de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. Vous êtes bien au courant de ça pour ceux qui vous nous écoutez depuis longtemps. Évidemment, on vous invite toujours à prendre contact avec un expert. Quiconque aussi est autorisé là où vous vous trouvez. Lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer avec vous si ça correspond à votre profil d'investisseur, à vos objectifs de placement et est-ce que ça convient aussi à votre stratégie fiscale. On invite, comme je l'ai dit, à vous renseigner aussi, à vous faire votre propre opinion avant d'investir, parce que ça convient qu'évidemment, ça implique des risques, évidemment, et on ne serait pas responsable si jamais il arrivait quoi que ce soit. C'est à des fins éducatives, bien évidemment. Puis pour le place au débat, évidemment, de rester poli, courtois dans les commentaires. Je suis content, celui de la semaine passée, le message est bien passé. On n'a pas eu, en tout cas, à signaler, on va dire, de comportement déplacé. Donc, merci à vous. Puis c'est très apprécié. Puis on est très heureux, en tout cas, très content de voir que, en tout cas sur YouTube, il y a une très belle croissance. Je suis très content au niveau des chiffres là, donc on est ravis de ça. On aimerait que ça continue la même tendance côté Spotify, où parfois c'est un peu plus Spotify puis application de podcast, où parfois c'est un peu plus fluctuant pendant l'été. C'est pas grave, mais regardez, on comprend aussi que chacun a ses trucs à faire aussi pendant l'été, puis il faut bien profiter. Mais on est très heureux en tout cas de continuer toute cette série-là. Puis je pense qu'on est prêt, je ne sais pas ce que t'en penses, JP, à lancer le premier jingle. Exact, mais tu sais, je pense pour ajouter sur le point que tu disais, là, c'est bien de voir les stats. En fait, ça nous fait toujours réaliser à quel point c'est parti d'absolument rien. Mais effectivement, tu le mentionnais, là, cette passion qu'on a de faire les podcasts d'une semaine à l'autre, là, ne ternit pas, ce n'est qu'un bonus et qu'un plus de voir que vous appréciez le contenu. Là, mais sachez, pour ceux qui nous écoutent depuis déjà un nombre X d'épisodes que je ne compte même plus, mais qu'il faut que je me remette à compter à un certain point, là, on l'apprécie fortement, à la fois là, pour vous, chers auditeurs plus anciens, mais également pour les plus récents. Et oui, lançons en force le premier segment de l'épisode d'aujourd'hui, le Au son de la cloche. Parfait. Donc le thème est plutôt simple, là, le sujet est plutôt simple et ça va rappeler. On dirait qu'on est sur la street à New York, là, on dirait qu'on est à Wall Street, mais ça brasse, ça va mal chez Goldman Sachs. On dirait qu'on parle d'un compétiteur, Gab et moi, comme si on était des traders francophones à New York. Ce n'est pas le cas du tout, mais ça va nous Non. faire plaisir d'en parler. Mais effectivement, Goldman se trouve et fait beaucoup les manchettes là, depuis quelques mois déjà. Un peu plus dans les derniers jours également, le plus spécifiquement lié à l'avenir de son CEO là, et du président, M. David Solomon, qui n'a pas nécessairement de très bonne presse récemment, là, à la fois parce que je pense que c'est plutôt ouvert, là, le Board of Directors continue à l'appuyer, mais il y a déjà eu une mention qu'il y avait des discussions pour les avis dissidents qui allaient avoir lieu là, lors d'une prochaine rencontre là, justement du board. C'est jamais bon signe pour un CEO d'une compagnie aussi grande et aussi haut placé que Goldman Sachs parce que c'est souvent des postes, entre guillemets, là, finaux là, de vie. Là. C'est très rare que tu vas être CEO d'une compagnie comme Goldman Sachs et que tu vas devenir CEO de quelque chose d'autre de similaire. Là. Donc, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement bon signe. David Solomon est quand même en place depuis plusieurs années, depuis quelques années déjà.
Mais effectivement, il est mis sur la sellette pour la performance cette année de Goldman est un petit peu moins bonne. Là, on parle quand même juste d'une baisse de 5% cette année. On sait que le secteur financier là, a été extrêmement volatile avec les fameuses banques régionales aux États-Unis. Depuis son arrivée là, en 2018, le titre est quand même up là, de 40%. Là. Donc on s'entend que c'est pas comme si la performance du titre avait été réellement négative. Il est en place depuis 2018, comme je le mentionnais, ça fait pas non plus depuis un an seulement. Là. Donc il a quand même une feuille de route qui est prouvée. Par contre, euh, il semble que, bon, oui, il y a un point qu'on va parler un petit peu plus en détail lié à la plateforme Marcus, mais également plus globalement le type de personne et de gestionnaire qu'il est. Là. Il semble que dans les coulisses, c'est un individu qui, bon, ne sera pas le petit roi de Goldman Sachs, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais qu'il semble qu'avec les exécutifs autour de lui et même les personnes seniors là, dans sa grande équipe de gestion, il semble qu'il soit pas reconnu pour avoir le plus grand niveau de collaboration. C'est quelqu'un également qui n'a pas la langue dans sa poche. Et également, ça, je trouvais ça plutôt comique, ça vaut la peine de le mentionner, mais il a une passion pour faire du DJ. Donc, il est Oui. DJ par passion. Je ne pense pas que c'est un. À mon avis, je ne pense pas que c'est un problème d'être CEO d'une grande banque et de nécessairement avoir des passions comme être DJ. Là. Oui, ça fait un petit peu plus jeune que son âge et ça fait un peu boîte de nuit. Là. Mais bref, ça pour dire que moi, je ne le vois pas comme un problème. Ça reste que c'est soulevé comme étant des points qui font partie du background, pas pointé du doigt, là, mais qui sont un peu de l'establishment des CEO du Corporate America. Et je pense que c'est un des problèmes en partie là, qui pèse sur Solomon présentement. Là, c'est qu'il sort un peu de l'ordinaire. Si on parle plus spécifiquement, et je sais que je te passerai la parole là-dessus, Gab, là, mais la plateforme Marcus, là, justement, ça se porte pas très très bien. Là. C'est la deuxième fois tout récemment là, qu'ils ont vendu une bonne partie, 1 milliard, si je ne me trompe pas, là, des loans qu'il y avait au niveau de Marcus là, à une autre compagnie. Ils les vendent à perte à par value. Là. Je pense qu'ils ont mis une perte de 470 millions, là, entre autres liés à ces transferts-là, dans un dernier résultat trimestriel. Donc, il liquide un peu cette innovation-là qu'il avait fait là, au niveau de la plateforme bancaire, justement, Marcus. Et c'est pas nécessairement un bon signe, Gab va pouvoir en parler, là, mais c'est plusieurs produits de financement. Là, lorsqu'on commence à revendre le portefeuille de financement à par value en acceptant des pertes, mais c'est un échec assez clair qui est illustré. Et les chiffres, comme on l'a dit, font peur. Oui, Goldman Sachs reste profitable, les résultats sont encore là, là, ça reste une grande banque américaine, donc ça ne changera pas, mais de quand même faire un enregistrement juste sur un quarter de 470 millions de pertes liées à cette initiative-là, je pense que ça reste aussi un astérix qui est à mettre au niveau de David Solomon. À sa défense, puis je te passe la parole, Gab, là-dessus, là, mais c'était une idée qui était déjà présente, c'était une idée stratégique qui était déjà présente avant son arrivée en 2018. Oui, ça s'est matérialisé et la suite des choses depuis l'avènement, je pense, en 2020 là, de Marcus. C'est sûr que c'est sous sa gouverne, mais ce n'est pas lui qui est arrivé avec l'idée. C'est pas comme s'il était arrivé à la tête de la compagnie et qui avait l'idée, ce développement-là. Donc l'idée était déjà était déjà en trame, mais oui, il ne l'a pas amené à être une entité profitable et toute perte pour une compagnie n'est pas du tout favorable. Je pense qu'on parle même de 3 milliards de dollars de pertes depuis les débuts en 2020 de Marcus plus globalement. Là. Donc clairement qu'il y a une forme de restructuration. Et souvent, dans le monde des CEO, c'est que c'est un peu le monde du next man up ou next woman up. Là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui peut très bien faire la job et à un certain point, sachant que le CEO est redevable au niveau du board et des actionnaires, parfois les actionnaires vont avoir la tête du CEO, ils vont juste mettre un prochain pour partir sur une peau neuve, même si techniquement, ça se peut très bien que le prochain CEO soit un des C-suite présentement sous David Solomon. Donc, c'est un peu triste, c'est là où on se rend compte un peu du volet ingrat. Et oui, il est très bien payé pour être dans un poste qui est ingrat, là, ça c'est J'allais certain. te le dire. J'entends déjà les détracteurs qui vont me reprendre là-dessus. C'est sûr qu'il n'est pas à plaindre, mais ça reste encore une fois le volet un petit peu futile des CEO de Corporate America pour des grandes institutions et surtout dans le secteur financier. Tu n'es qu'un numéro. En fait, tu n'es aussi bon que ta prochaine erreur. Tu peux faire plein de bons coups sur des quarters. Une fois que le quarter est terminé, tu repars un peu à neuf. Puis si tu enregistres des pertes ou tu fais ce qui va être considéré comme étant une erreur, ça va être lié directement à ta gestion et tu vas y passer. C'est la réalité, ce n'est pas nouveau, ça ne changera jamais. Encore une fois, on ne se le cache pas. Mais clairement que présentement, David Solomon est mis sur le spotlight et ça, il ne va pas, à mon avis personnel, et je ne veux pas tomber dans le place au débat, mais il ne va pas toffer un an. Effectivement, parce que there is no turning back. Je ne vois pas une avenue pour lui de pouvoir
ramener ça sur les rails après, justement, Marcus, et avec le fait que Marcus va continuer, à mon avis, à faire des pertes d'ici à ce qu'ils aient tout liquidé, à mon avis, et qu'ils ferment. Là. Et une fois que c'est fermé, c'est un aveu d'échec sur ce plan-là, et ça aura coûté des centaines de millions à une firme qui fait des milliards, certes, je suis bien d'accord. Ouais, bah après, bon, je vais pas pleurer sur le sort de notre ami David Solomon, parce que bon, je crois que son salaire est d'environ 25 millions de dollars, donc je pense que il y a pire, on va dire, dans la vie, hein. Je veux dire, ça fait Oui, mais partie encore des une fois, risques. ça dépend. Je veux dire, oui, OK, il pourrait prendre sa retraite dès demain puis pas se questionner, mais s'il veut encore travailler, il fait quoi? Il va travailler au McDo? Tu sais, une fois que tu es CEO d'une grande corporation, tu Oh là deviens là, c'est... consultant après? Ou c'est un peu ça? Il a brûlé son poste de vie à cause d'une erreur stratégique. Ça reste un peu triste malgré tout, Non, malgré et les puis, 25 millions et la fortune, certes. ouais, mais après, c'est un peu dur, je trouve. Là, tu vois, on va tourner au son de la cloche, on a place au débat, mais je trouve que c'est... Il y a pas mal, on va dire, d'une trajectoire conjecturelle qui a pas fonctionné pour le moment, et il y a un contexte économique qui est compliqué, on va dire, pour ces banques d'investissement. Ben, tu l'as dit, effectivement, sous, somme toute, puis selon les informations qui sont prévues, effectivement, Goldman devrait vendre en fait cette division. En fait, la division déjà qui s'appelle Wealth. Alors c'est assez large, hein. Leurs activités en Wealth sont assez, c'est assez difficile à lire au passant là au niveau de l'information financière de ce que j'avais lu, hein, mais ça inclut notamment en fait une firme qui s'appelle Personal Financial Management, qui est une firme de gestion d'actifs qui gère à peu près 30 milliards de dollars. Donc ça c'est une firme de gestion d'actifs avec des conseillers financiers. Donc ça, il scraperait complètement ça. Donc ça, il irait le vendre effectivement. Puis tout ce qui est au niveau de son truc de de fintech, ce qu'on appelle Green Sky. Pareil, je dois être franc avec toi, j'en ai assez peu parlé là. Donc j'ai l'impression que c'est une entreprise, c'est ça qui est au niveau de prêts bancaires, etc. traditionnels. Puis comme tu l'as dit, Marcus. Alors Marcus, c'est assez rigolo parce que c'est un case que j'ai fait il y a quelques années, en fait, quand j'étais à l'école. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant qu'on en parle. Mais Marcus, à l'origine, avait été fait, en fait, pour utiliser, en fait, un truc qui coûtait très cher à Goldman Sachs, c'est la licence. Parce que, comme tu le sais, JP, mais peut-être nos auditeurs sont pas au courant, et bien, pour opérer, en fait, une banque, il faut avoir ce qu'on appelle une licence. C'est pas n'importe qui peut lancer sa banque, hein. Je vous apprends quelque chose, là. Et cette licence-là coûte extrêmement cher. Cette licence-là était obligatoire dans le cadre, en fait, depuis 2008, en fait, avec la fameuse règle du too big to fail, hein. Donc, je crois que ça fait partie la réglementation Dodd-Frank, là, qui a réglementé le secteur bancaire après la crise de 2008. Et ben Goldman se sont retrouvés avec cette licence-là, si tu veux, à post-2008, à rien faire avec. Ils se sont dit, bon, écoute, on est quand même la banque peut-être la plus développée, la plus sophistiquée au monde. Évidemment, c'est pas une banque de détail, c'est une banque d'investissement. Rappelons la différence pour nos amis peut-être qui débutent effectivement leur écoute du podcast L'État financier, là, mais une banque d'investissement n'est pas une banque. C'est-à-dire qu'elle fait pas de prêts, etc., comme on fait, comme on fait normalement en fait une banque de détail ou une banque commerciale, par exemple. Eh ben, c'est un espèce de courtier. C'est-à-dire qu'elle va créer et placer des titres en fait de ses clients auprès des marchés financiers. Donc ça va être un espèce de banquier effectivement beaucoup plus sophistiqué qui va faire des opérations beaucoup plus complexes de financement, notamment des financements avec des obligations, de l'émission de titres, des placements privés, etc. Puis elle va servir aussi d'intermédiaire en fait avec d'autres acteurs qui vont acheter, on va dire, ces titres-là, donc notamment des actions, notamment effectivement des obligations, des prêts privés, etc. Donc voyez-le un peu comme un courtier en fait, et non comme une banque à proprement parler, même si la plupart des banques d'investissement ont aussi des filiales de banques commerciales, donc où là pour le coup, te font un prêt, etc., puis tu empruntes, etc. Ça, c'est un peu ça la grande différence, et ce qui fait que à l'époque, effectivement, après post-2008, je retourne sur mon histoire, retour en arrière, et ben là, Goldman se sont dit, bon bah écoute, on va utiliser cette licence pour essayer d'aller chercher à faire un peu d'argent, essayer de la rentabiliser. C'est là où est arrivé Marcus, effectivement, qui était cette espèce de néobanque qui propose, comme tu l'as dit, JP, sont des dépôts en fait bancaires, donc un peu comme un compte d'épargne en ligne, qu'on appelle des dépôts à terme ou des CDs en anglais, Certificate of Deposit pour nos amis anglophones.
et propose des prêts, évidemment, comme tu peux en faire. Donc ça, c'est souvent des prêts aux consommateurs sans garantie. Donc c'est sûr que ça vient avec un risque un peu plus élevé. Et aussi dans la même vague, effectivement, que toutes les néobanques à cette période-là, eh ben, ils ont commencé à se lancer dans tous les prêts, comment dire, sans intérêt, là, tu sais, les buy now, pay later. Et ça leur a été très fatal, hein, parce que c'est vrai que cette industrie-là, effectivement, a connu des soubresauts, on va dire, depuis 2 ans. Et c'est vrai que ça, ils ont été particulièrement affectés, effectivement, par cette activité qui perd, comme par définition, énormément d'argent. Puis évidemment, leur partenariat, et ça c'est assez rigolo, et j'ai pas vu trop d'articles là-dessus, mais leur partenariat avec l'Apple Card, effectivement, n'a pas, je pense, rempli toutes les promesses qui étaient censées être faites. On sait que c'était un partenariat très important, là, parce qu'ils avaient signé il y a, je crois, 5 ans environ, ils ont lancé la fameuse carte de crédit Apple, qui était censée amener évidemment une volumétrie importante à Goldman Sachs. J'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné comme prévu, puisque la carte, évidemment, n'est disponible pour le moment qu'aux États-Unis. Elle n'est pas disponible à l'étranger, là. Donc, ce qui fait que, bon, ta clientèle est limitée aux 300 millions d'Américains. Bon, on va dire à peu près la moitié ont un téléphone Apple. C'est une application qui nécessite effectivement tout le temps la connexion avec Apple. Donc, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, c'est un espèce de mélange, effectivement, de situation de mauvais peut-être choix stratégiques, peut-être d'avoir trop poussé cette filiale-là à perte. Effectivement, comme tu l'as dit, en fait, comme je l'ai dit, pardon, un contexte avec les revenus de la banque d'investissement qui ont complètement baissé et les revenus aussi qui sont liés au principal trading, donc en fait tout simplement les revenus de courtage et d'exécution de transactions propriétaires. Donc évidemment, comme les marchés vont moins bien, bah, évidemment, tu as moins de revenus là-dessus. Donc ce qui fait que bah, les revenus de Goldman Sachs ont complètement baissé effectivement sur certains segments. Et évidemment, bah, sûr que c'est assez significatif quand on le voit par exemple sur un an, entre le 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, là je prends des chiffres, bah, ça a quasiment baissé d'un tiers en passant d'environ 60 milliards à 40 milliards. Donc, de me dire, ouh, c'est quand même 40 milliards. Oui, mais pour revenir en perspective, on revient au niveau d'environ 2020, tu vois. Donc c'est comme si on retournait en arrière, effectivement, un an en arrière, et ce qui fait qu'on a bouffé en gros toute la croissance de l'année 2021. Tu vas me dire, oui, mais c'était peut-être une année exceptionnelle. Peut-être, mais c'est vrai que le contexte est un peu moins florissant en ce moment, par exemple pour les activités de banque d'investissement. On en avait déjà parlé. Tout ce qui est activité de banque d'investissement, bah, c'est très corrélé négativement en fait aux taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt sont élevés, les marchés de capitaux sont un peu plus... les Américains appellent ça dry powder. Là, j'aime pas trop utiliser d'anglicisme, mais donc c'est de la poudre sèche. Donc ce serait un peu... en gros, c'est figé. Les marchés sont assez figés. Les grands acteurs d'ailleurs de l'investissement privé n'ont pas trop de désir d'acheter, etc. parce que les conditions sont plus les mêmes. La rentabilité, on va dire, d'industries comme le fameux private equity dont on avait parlé sont un peu plus au ralenti. Ce qui fait que, évidemment, l'activité d'un courtier en valeur mobilière, évidemment, est un peu plus limitée, encore une fois. Donc, moi, c'est ce qui me fait penser, on va dire, à ça. Là. C'est différentes perspectives, moi, que j'avais en tête. Je sais pas si tu avais d'autres trucs peut-être à rajouter, JP. Ouais, ben, tu sais, on en parlait en off. Je pense aussi qu'il faut pas oublier que c'est une preuve que toute diversification n'est pas une bonne diversification. Dans ce contexte-ci, les projets de croissance sont importants. On le mentionnait, là, je pense que Marcus, c'est pas une mauvaise idée en 2008. Et nous, je le mentionnais, avec la licence, il y avait une légitimité là, au fait de profiter d'un coût, dans tous les cas, qu'il payait maintenant. Par contre, je pense que c'est très clair qu'il y a un point où, effectivement, les actionnaires vont se baser sur quelles sont les opportunités de croissance si ça tire la compagnie vers le bas, en plus que la business qui fait le pain et le beurre, dans ce cas-ci de Goldman Sachs, je t'en parlais en termes des services de banque d'investissement, le performe moins bien, mais c'est peut-être pas un mauvais moment non plus pour liquider des assets ou des trucs qui étaient liés à la diversification pour la croissance qui ne fonctionnent pas. Dans tous les cas, la performance trimestrielle et annuelle est déjà affectée, comme tu le mentionnais, par la business centrale. Donc, pourquoi ne pas mettre justement cette croissance-là un peu de côté? Ça fait une autre année un peu outlier, là, un peu comme tu mentionnais, est-ce que 2021 était une année outlier pour Goldman Sachs, pour plusieurs banques également? On sait qu'est-ce qui s'est passé au niveau des performances. On l'a vécu nous-mêmes et on l'a perçu nous-mêmes dans le secteur financier
en étant dans cette industrie-là à l'époque et toujours maintenant. Là. Donc, il y a un peu ce contexte-là. C'est pas mauvais d'essayer de liquider présentement et de juste brûler des années qui ne vont pas très très bien. Pour ramener ça à M. Solomon, ben souvent, c'est pas seulement la performance au niveau des états financiers qui va mal aller et qui va être plombé un peu pour une année donnée, mais également, ils vont repartir à neuf, ils vont assurer de remettre une gestion qui semble être du renouveau. C'est là où, effectivement, je pense que Solomon va subir malheureusement les conséquences de cette année-là, mais c'est pas une première. Et dans le secteur cyclique, qui est le secteur financier, mais c'est pas non plus anormal que de la liquidation d'assets qui sont dévalorisés ou qui ne valent plus grand-chose se fait présentement. Ça tombe un peu dans la masse d'une sous-performance pour une année donnée sur une banque. Et il faut dire que l'industrie aussi, plus globalement, on le mentionnait, là, je pense au tout début, là, Goldman Sachs a pris 5% cette année, ou a perdu 5% cette année, pardon. C'est un peu le cas à travers l'industrie. C'est pas comme si, oui, Goldman allait peut-être moins bien paraître par rapport à des comparables, mais pas non plus. C'est pas comme si Goldman allait faire du moins 5 pendant que tout le monde faisait du 37. Là, donc, c'est sûr que, encore une fois, ça se fond un peu dans l'industrie. Donc, c'est pas nécessairement mauvais de faire ce qu'ils font présentement. Ça fait un petit peu sursauter lorsqu'on voit les résultats et lorsqu'on réalise réellement que le projet ne fonctionne pas. Mais je pense que la réalité, c'est que ça marche pas, ça marche pas. Là. Ils vont liquider et ils vont passer à autre chose. Comme tu l'as dit, c'est pas le seul asset anyway qu'ils vont tenter de vendre et ils ne vont probablement pas vendre sur une base profitable, même l'autre solution que tu parlais. Donc, à voir, mais je pense que c'est une conclusion. Puis comme on l'a dit, je sais très bien qu'on ne peut pas vraiment être triste pour M. Solomon, mais ça reste quand même un peu embêtant tout ça. Puis oui. Et puis la reconversion comme DJ, effectivement, fera parler, évidemment. Mais Ouais, c'est vrai que c'est fou, ça. Diplo gagne bien sa vie. Techniquement, je pense qu'il fait mieux sa vie que M. Solomon au niveau de Goldman. Donc peut-être que ça ne sera pas le profitable pour lui. Mais certes, effectivement, c'est sûr qu'on ne peut pas nier l'impact du leadership dans les décisions, surtout quand ça fait depuis 2018 qu'il est en place et que la performance se veut moins bien dans des assets, même s'il n'était pas nécessairement en grand contrôle des décisions derrière l'acquisition de ces assets-là à la base, ça reste que c'est lui qu'il fallait qu'il le mette en profit. C'est sa job, c'est pour ça qu'il est payé, je suis d'accord. Alors, juste petite correction, je propose un référendum sur le fait de fouetter JP pour ses anglicismes. C'est pas un asset, c'est un actif, monsieur. Oui, non, mais oui, mais On lance des cartouches d'encre, en fait, avec des mais billes fusées. je suis genre, en tant que Canadien, il faut bien que je représente un peu la couronne britannique de temps en temps. Donc, surtout après la défaite des Lioness en finale de la Coupe du Monde, mais ça, c'est un autre sujet. Ah oui, ça, c'est un autre sujet, là. Avec les performances sportives canadiennes, j'essaie d'en profiter en faisant mon anglais à temps partiel. Bref. Mais je pense que ça fait le tour du sujet. Donc, sur l'actualité, on verra ce qu'il y en est. C'est certain que les décisions ne vont probablement pas être imminentes, mais clairement que certaines discussions dans les prochains résultats trimestriels de Goldman Sachs risquent de donner quand même une bonne vision de qu'est-ce que le board va vouloir faire dans les prochains mois. À mon avis, ça risque de prendre peut-être une année là, avant que tout. On sait que c'est pas petit. Il y a d'excellents livres d'ailleurs sur les CEO que vous pouvez lire, là, donc entre autres celui du CEO de Disney que j'ai lu il y a quelques années qui était très intéressant. Il est de retour depuis, là, Monsieur Iger, mais c'est quand même assez fascinant de voir les processus. C'est pas une petite job pour les board of directors. Encore une fois, anglicisme, pour le conseil d'administration. Voilà, d'aller représenter les actionnaires adéquatement dans la sélection d'un président, directeur général qui est adéquat et qui est apte à pouvoir amener la compagnie à un autre niveau. Et souvent, malgré le fait que la tenure, la prise de pouvoir, c'est insupportable. la durée de durée mandat, opérationnelle, la durée de vie, de mandat, bref, synonyme exagéré, mais d'un PDG, ça reste quand même relativement court terme. C'est pas quelque chose qui pour du 20 ans. Trêve de plaisanterie, c'est vrai que c'est pas un job facile, entre guillemets. C'est sûr que je le vois, et puis ça, c'est la dernière anecdote avant qu'on quitte, là, mais c'est vrai que qu'on quitte, en tout cas pour ce segment, rassurez-vous, le deuxième, on va pas l'oublier, là, mais c'est proportionnel au risque, effectivement, le salaire d'un CEO. Là. Souvent, on est impressionné, évidemment, par les chiffres, mais c'est vrai que c'est extrêmement risqué. Hein. C'est un job où tu fais la moindre connerie. C'est pas juste ton job qui est en jeu, c'est le job de centaines de milliers de personnes. Je sais pas combien ils ont d'employés au total, Goldman Sachs, mais c'est des milliards qui sont en jeu, etc. Donc c'est sûr que c'est proportionnel au risque, effectivement, que tu prends en assumant cette fonction-là. Donc oui, il est bien payé. Il doit payer beaucoup d'impôts aussi, je pense aussi. Donc déjà, je pense qu'il y a 50% qui part, pouf, il part en fumée. Donc sur son 25 millions, il en reste 12,5, etc. Donc
ajusté au risque de son, comment dire, de son job, je pense que la rémunération est relativement fair par rapport, par exemple, à Diamond. Je crois que lui, pour le coup, qui est payé 1,5 milliard, là, c'est monstrueux, là. Je pense qu'il est. Peut-être que je raconte des grosses conneries, par contre, vous me corrigerez si je me trompe, mais je crois que Jamie Dimon est payé beaucoup plus que lui, là, en Ouais, mais termes de son variable rémunération. aussi à Diamond est quelque chose. Faut le dire, là. Son fixe est quelque chose, mais son variable à Diamond, je pense que c'est ce qui fait la bonne partie de la différence au niveau de sa rémunération, ce qui est pas mauvais non plus, sachant que la rémunération d'un PDG qui est indexé en grande partie à la performance du titre, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Oui, ça permet de voir des chiffres qui sont absolument faramineux, encore plus que ce qu'on parle présentement. Alors, pour te Mais ça dire, reste, ça reste assez. il est payé par année, Jamie Dimon, je viens de trouver, là, mais 46,7 millions de dollars par année, ce qui fait par jour 180 000 quand même. C'est quand même pas mal. Ouais. Bref, Remets-toi. de la petite bière par rapport à s'il était pour le fonds souverain d'Arabie Saoudite, par contre. Ça, il Le type, faut il le se noter. paye ton condo par jour. Oui, certes. Oui, certes. Mets-toi ça en perspective, là, mais bon. Oui, certes. Sauf que lui, encore une fois, je ne prendrai pas sa position non plus. Je pense que lui, ça va bien ses choses, mais si ça va moins bien, je pense que c'est lui, il en souffre encore plus rapidement, à mon avis. La mèche est beaucoup plus courte sur ce board-là. Bref, trêve de discussion, effectivement. Passons à notre deuxième segment pour l'épisode d'aujourd'hui, le place au débat. Place au débat, je pense que d'ailleurs, il y aura, la personne dont on va parler aussi n'est pas à plaindre financièrement. Bon, non, effectivement. Donc Gab proposait qu'on fasse un topo sur Trump. C'était assez évident. Le point également que j'avais fait dans l'introduction. Là. Donc, oui, il n'est pas à plaindre financièrement. En fait, je le plains pareil. J'avoue que son contexte, c'est plus. J'ai de la misère à suivre tout ce qui se passe, je dois l'admettre, là, au niveau de Trump. On est dans un place au débat, là, donc opinion à fond, là, mais j'avoue que c'en est fascinant de se dire on est encore à quelques mois des élections là, de 2024, mais oh mon Dieu, qu'on voit déjà la trame qui s'en vient et qu'on voit un peu le retour de l'Empire comment dire, de l'éclipse médiatique qui est Trump lorsqu'il trame dans la politique américaine. Là, on le voit très clairement. Donc, le point actuel, c'est qu'en ce début de semaine du 21 août, Trump est supposé, ce jeudi, là, se présenter à la prison du comté de Fulton en Géorgie là, pour se rendre officiellement à la prison là, sous les chefs d'accusation qui pèsent contre lui, là, les 12 chefs d'accusation, je ne me trompe pas, qui pèsent contre lui, liés là, à ce qu'il aurait fait ou ce qu'il aurait du moins tenté de faire après les élections justement de 2020 là, et de tenter de renverser les résultats. Là. Et il disait beaucoup de choses à l'époque là, sur le fait qu'il n'avait pas été défait par Biden, mais de savoir réellement que ce qui se tramait en arrière au final pour tenter de contourner les résultats dans certains États, on le voit assez bien. Trump, donc, officiellement, je le mentionnais jeudi, se présenterait, je pense que son bail, sa caution est à 200 000 $. Je pense que c'est une base de 80 000 plus 10 000 par chef d'accusation, donc 12 chefs d'accusation, il tombe à du 200 000. Il y a également 18 co-accusés, je pense, qui sont supposés se rendre en même temps que lui là, à la prison du comté. Là. Donc c'est plusieurs personnes, on s'entend. Passe au débat. Donc Trump se présente jeudi. Le 200 000, on s'entend qu'il va l'avoir cash presque s'il le veut là, pour payer sa caution et ne pas être emprisonné plus que les formalités, encore une fois, là, du monde juridique là, lorsque tu te présentes pour être inculpé là, ou être incarcéré lié à des chefs d'accusation. Donc, il va être libéré la journée même. Ça, ce n'est pas un risque. Par contre, va passer avec ce qui est, selon moi, la plus grande arme électorale pour lui, c'est-à-dire il va avoir son fameux mugshot, donc sa fameuse photo qui va être prise pour son incarcération et qui va, à mon avis, être un outil énorme à la fois pour l'investiture républicaine s'il veut être le candidat républicain au niveau des élections présidentielles, mais également va être probablement un des outils là, de campagne assez clé. Là, j'allais dire propagande, là, mais je veux quand même rester dans un certain discours non pas trop teinté de ma vision de Trump. Là. Mais je pense que ça va être quand même assez utile. Il faut rappeler d'ailleurs, je pense que le premier débat républicain pour l'investiture, c'est mercredi. Il avait déjà mentionné qu'il n'allait pas se présenter. À mon avis personnel, il a beaucoup moins de gains
à être présent mercredi pour le débat qu'à aller jeudi en Géorgie à la prison. Je pense que son capital politique va être encore plus amélioré en étant là plutôt qu'au débat. En fait, le débat ne risque même pas d'être tant écouté que ça en termes d'écoute. Un, si Trump n'est pas là, et deux, si le lendemain matin, c'est là que tout se passe et que tous les médias possibles aux États-Unis à travers le monde vont soudainement avoir un intérêt pour le comté de Fulton en Géorgie, ce qui va être la première fois de l'existence probablement du comté de Fulton en Géorgie. Mais clairement, donc Trump, c'est à mon avis le tout début là, de la campagne et de l'évidence qu'est la présence de Trump sur le billet pour les républicains au niveau des élections de 2024 et sans clasher Biden, dans la mesure où Biden serait sur le billet côté démocrate, avec toute la complexité de son État présentement au niveau de sa capacité à gouverner là, les États-Unis d'Amérique, mais également plus globalement toute la complexité des dossiers actuellement qui sont sur la table pour les États-Unis, que ce soit la gestion de l'invasion de l'Ukraine, là, qui implique encore beaucoup de sous qui doivent être pledged au niveau de l'Ukraine, qu'on parle également de la relation, bon, tendue, pas tendue, on ne sait plus trop où est-ce que ça va, avec la Chine, et également, plus globalement, ce qui se passe sur le territoire national, avec les fameux feux qui ont eu lieu et qui ont ravagé Maui. Et la réponse, c'est, je pense qu'il était là aujourd'hui d'ailleurs, Biden qui est arrivé aujourd'hui à Hawaï, mais ça fait quand même plus d'une semaine que c'est. En fait, ça fait une semaine que c'est arrivé et la réponse a été plutôt modeste de sa part. Donc, il est mis sous la loupe. Sa gestion est peut-être pas non plus optimale. Donc, de voir que Trump, pendant ce temps-là, obtient du capital politique bien évident, malgré le fait qu'il en est à ça. Je l'avais pris dans les notes, là, mais il est rendu à sa Xème inculpation où je me souviens même plus combien il y en a. Il y en avait au moins 4. Je pense que c'est la quatrième affaire pénale, Ouais, justement, depuis quatrième. qu'il est sorti de la présidentielle. La première fois qu'il est réellement inculpé en tant qu'ancien président. Je pense que c'est des premières là, en tant qu'ancien président, littéralement, ce qu'il fait présentement. Là. Moi, ce qui me fascine, c'est que j'ai presque de la misère à suivre quels sont. Il y a 12 chefs d'accusation. Il n'y en a pas un qui est lié à ce qu'on avait appris avec les documents top secrets à À Mar-a-Lago. Mar-a-Lago. Ça n'a pas rapport avec les paiements qu'il avait demandé à son avocat de faire pour la fameuse porn star ou Stormy Daniels ou peu importe son nom qui avait payé, etc. Donc, c'est ce qui est fascinant, c'est qu'on oublie presque les différents chefs et ce qui est un peu malheureux, et tout ce qui a pu être fait à la Trump Organization en termes de fraude fiscale, allegedly, on va s'entendre. Mais ce qui est fascinant, c'est que on dirait qu'il n'y a rien qui peut le faire tomber. C'est littéralement, je ne crois pas du tout que les chefs d'accusation, les 12 chefs d'accusation vont réellement être capables d'amener à une inculpation d'aucune manière. C'est ce qui est fascinant, c'est que ça va réellement être seulement du capital politique, même si la justice américaine va quand même se faire la capacité de prouver qu'il n'est pas, en fait, qu'il est coupable de quoi que ce soit. C'est impossible. Il va y avoir parmi ces 18 co-accusés quelqu'un ou deux, trois personnes qui vont prendre le blâme et que lui va encore une fois être jugé non coupable. C'est ce qui est absolument fascinant à quel point cet individu a une capacité d'avoir un niveau de buffer pour que des personnes tombent à sa place qui vraiment m'impressionne. Gab, tu le connais bien, j'étais chez mon barbier ce week-end et c'était un des sujets qu'on a parlé. Et c'est littéralement ça. On parlait des banques en premier qui étaient too big to fail. Donald Trump est too big to fail en soi également. Et la seule véritable avenue que je vois de mon aveu ultime de non-américain et qui n'est pas du tout, qui n'a pas de parti pris pour les démocrates ou pour les républicains du tout. Je ne vais pas me mêler de la politique américaine. Et on dirait que c'est presque d'une évidence qu'un deuxième mandat de Trump est à nos portes et que la meilleure chose qui peut arriver, c'est que dans 4 ans, à la fin de son mandat, il va avoir fait ses 2 termes, il ne pourra plus refaire un terme, il ne va pas décider de prolonger son terme à la Xi Jinping, etc. là. C'est presque une évidence. Sinon, tant qu'il va être apte à tenter de gouverner, on dirait que je me dis qu'il va être présent sur le biais républicain tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas l'opportunité de faire son deuxième mandat. C'est fascinant. Cette personne-là, positif ou négatif, prenez-le comme vous voulez, mais ça me fascine qu'un individu existe et peut polariser les États-Unis, encore une fois, un vote qui va être du 51-49 ou à peu près. C'est d'une évidence que ça va être ça. C'est absolument fascinant où l'État des États-Unis d'Amérique présentement. Mais rappelons que L'État le des États-Unis 50... d'Amérique d'ailleurs. Ouais, mais rappelons que le 51-49, évidemment, aux États-Unis, fonctionne pas, puisque en plus, À c'est le cause du collège système d'Amérique. et du collège électoral qui, Mm. par définition, favorise les plus petits États. En fait, le ratio électeurs, grands électeurs divisé par électeurs, en fait, est beaucoup plus faible en fait Mm. dans les États, on va dire traditionnellement républicains, ce qui favorise en fait plus ces États
Ça joue tout le temps justement. sur les swing states. Ce qui est fascinant, c'est Exact. que ça va durer Exact. jusqu'aux petites heures de la nuit, la campagne, la fameuse soirée Bah, la électorale Floride, américaine, mais toujours au ça, final, c'est les mêmes swing states, quelques États de la Rust Belt, et puis c'est à peu près ça, là. exactement. Mais bon, déjà, premier, moi, et puis ça, je pense que c'est un point de disclaimer important. Donald Trump est présumé innocent au jeu de la loi. Donc, je emploierai le conditionnel, effectivement, dans tous mes propos que je vais tenir, puisque, effectivement, j'aimerais éviter de me retrouver avec une mise en demeure de la Trump organisation demain dans ma porte, parce que moi, pour le coup, je n'ai pas la fortune de Donald Trump pour la payer, sa mise en demeure. Donc, j'aimerais éviter de me taper un procès en diffamation contre lui. Donc, tout ce qu'on va dire, évidemment, c'est au conditionnel. Puis, c'est des allégations, effectivement, qui sont données, effectivement, par les différents procureurs. Parce que là, effectivement, ce sont des procureurs qui s'occupent des cas qui inculpent un accusé. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, bah, il a un peu la merde au cul, notre ami Donald, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre, comment dire, constat, parce qu'effectivement, tu l'as dit, les cas s'allongent. Il y a eu l'affaire avec le Stormy Daniel. Alors, je sais même plus comment ça a fini, d'ailleurs, cette histoire-là. Je crois qu'il a fini... le cas a été reject, je crois. Ça a été finalement... Ça, pardon, tu vois, pour le... C'est Michael Cohen, non? C'est son avocat qui a finalement C'est fait la ça. prison, je pense, ouais. C'est ça, c'est Michael Cohen qui s'est retrouvé dans la tourmente. Il y a eu l'histoire, comme tu l'as dit, avec les documents classifiés à Mar-a-Lago, qui je pense est d'ailleurs la plus intrigante parce que ça correspond, ça comment dire, met en relation avec Cocorico le fameux Emmanuel Macron, parce Ouais, il y avait du qu'apparemment, linge sale sur Macron. Ça, je pense que c'est tombé à cause de ça, hein. bah Macron a voilà. fait à choper parce qu'il voulait pas savoir c'était quoi le linge sale qui Mais ça c'est toujours en traînait. cours. Ça c'est toujours en cours, une violation de secret défense, donc ça c'est encore un problème. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que bah, ça je pense que c'est pour le coup l'accusation qui est la plus grave, effectivement. Et bah, il y a eu évidemment la tentative d'impeachment, tu le sais bien, quand il avait été quand il avait eu sa défaite, effectivement, le fameux rallye sur le Capitole qu'il avait voté, d'ailleurs, qu'il lui avait, euh, pardon, j'ai un trou, on va dire, du terme, là, mais qui lui avait... euh, il avait eu la conséquence d'avoir son deuxième procès en impeachment, pardon, désolé de l'interruption. Ce qui était d'ailleurs une première, je crois, dans l'histoire américaine, un président qui avait deux tentatives d'impeachment contre lui, donc de destitution, qui ont finalement été rejetées parce qu'on sait bien que évidemment le Sénat avait voté contre, je crois, donc ou la Chambre des représentants, donc dans tous les cas le Parlement, donc les deux chambres n'avaient pas voté pour. Donc ce qui empêchait effectivement la destitution de Trump. Euh, donc c'est vrai que ça commence à s'accumuler beaucoup et c'est vrai que cette charge-là commence à être très grave parce qu'on rappelons le contexte. C'est pendant la soirée électorale, en fait, il avait appelé en fait le secrétaire d'État de la Géorgie en fait pour lui dire trouve-moi 10 000 votes pour que évidemment je gagne le swing state de la Géorgie qui lui aurait pu permettre effectivement de le sauver parce que on sait que ça a été l'État, le swing state justement, qui a fait basculer la campagne en faveur de Biden, puisqu'ils ont voté pour la première fois en plus de 20 ans démocrate. Donc c'est ce qui a fait basculer effectivement la campagne, avec la Pennsylvanie d'ailleurs. Évidemment, on l'accuse de corruption, on l'accuse de tentative de subordination d'un élu, effectivement, en tant que président, effectivement, c'est pas quelque chose d'acceptable. Et c'est vrai qu'il y a des enregistrements, etc. La question est de savoir quelle va être la réaction effectivement du jury, etc. Puis des juges par rapport à cette situation juridique. Bah, ça reste très compliqué parce que je pense que c'est un cas sans précédent. Ça va faire jurisprudence d'ailleurs aux États-Unis. On sait bien qu'il y a une place très importante justement au cas précédent à la jurisprudence, comme on dit. Donc nos amis avocats, si je me trompe, vous pouvez me lancer les fusées cartouches d'encre. C'est désolé là. Ça va être intéressant de suivre parce que là, rendu là, Donald Trump, oui, il est favori très largement dans les sondages pour les primaires républicaines, mais s'il est en incapacité effectivement de se présenter, ça va devenir très grave. Et puis je pense que la sanction qui serait la plus grave, c'est son inéligibilité. C'est parce que il risque ça, réellement. Et puis il peut risquer, je crois, selon la loi de Géorgie, j'avais trouvé, jusqu'à 20 ans de prison, quand même. Donc entre 2 et 20 ans de prison. Donc ce qui est quand même considérable. Puis non seulement, alors tu vas me dire, oui, pour le moment, il ne va pas être incarcéré, il ne va pas avoir de mandat de dépôt, l'équivalent d'un mandat de dépôt pour nos auditeurs français, c'est-à-dire qu'il va être obligé, effectivement,
d'aller en prison ce soir ou être mis en détention provisoire, il va devoir payer en fait comme tu l'as dit, un bond ou une caution qui lui sera rendu sous présentation effectivement au tribunal à la date de son audience. Donc c'est juste pour s'assurer effectivement qu'il quitte pas le territoire américain, etc., ou qu'il s'échappe pas effectivement de son procès. Mais il va vivre avec des restrictions effectivement de déplacement, sera dans l'impossibilité par exemple de se rendre à l'étranger. Je sais que certains tribunaux demandent à te confisquer ton passeport aussi, donc ils t'empêchent effectivement de voyager en dehors des États-Unis. Donc je crois que la Constitution par contre te garantit le droit de te déplacer entre États. Donc corrigez-moi encore une fois s'il y a des experts en Constitution américaine là-dessus. Euh, et ça va devenir très compliqué. Et puis comme tu as dit, qui va être gagnant dans l'opération? Je pense pas que ce soit Biden. Je pense que ça va plutôt être les autres candidats républicains qui, pour l'avouer, pour le moment, font triste mine, effectivement, dans les sondages, puisque même, je crois que le deuxième, qui est Ron DeSantis, est quand même à même pas 20% dans les sondages. Donc, ce qui fait que, pour le moment, c'est très compliqué pour les autres candidats. Je viens d'apprendre, d'ailleurs, en lisant Wikipédia, que le maire de Miami était candidat. Et même Mike Pence. Je sais même pas, Mike Pence Mike était Pence, candidat. ouais. En fait, le seul point que je vois qui pourrait compliquer les choses pour Trump, parce qu'encore une fois, moi, j'ai plus la vision que tout ça lui serait favorable, du moins dans l'électorat républicain, là. C'est le fait d'avoir, parce qu'on sait qu'il y a toujours une panoplie de candidats, là, surtout en fait, pas du côté démocrate, sachant qu'en général, le président, s'il est apte et s'il veut se représenter, va être automatiquement sur le billet pour une réélection lorsqu'il a le droit à un autre mandat. Mais dans ce cas-ci, côté le parti qui n'est pas au pouvoir au niveau des républicains, il y a plusieurs candidats. Il y a Nikki Haley et compagnie. Je pense que le problème va être souvent, un des gages de victoire d'un candidat va être d'avoir les endorsements de d'autres candidats. Je pense que le problème avec ce qui se passe présentement, c'est que des candidats qui voudraient quitter la course parce qu'ils n'ont réellement aucune chance ne vont peut-être pas vouloir endorse ou appuyer Donald Trump tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une clarification sur ces accusations-là. Sinon, ça peut encore une fois avoir un impact sur ces personnes-là, à la fois sur leur carrière politique, également sur leur carrière s'ils veulent faire autre chose que de la politique. Donc, c'est peut-être juste ça qui pourrait rendre la course au niveau des républicains un petit peu plus serrée, c'est que Trump ne va pas recevoir d'appui aussi rapidement qu'il a peut-être reçu lors des élections où il avait été justement élu par la suite là, en tant que président des États-Unis. Donc, c'est peut-être juste ça le point que je vois. Le problème avec DeSantis, tu l'as dit, qui est numéro 2, c'est que malgré toute la tourmente autour de Trump, DeSantis, à chaque fois qu'il sort dans une sortie publique et qu'il ouvre la bouche, on dirait que ça sort sur X, feu Twitter, et c'est jamais très, très favorable. De plus en plus, on dirait que sa capacité à montrer qu'il peut être un bon président ou un bon homme politique se détériore au fur et à mesure que le stress et la pression liée à sa candidature et liée à sa campagne vont se présenter. On dirait que c'est un petit peu trop gros pour lui par rapport à la Floride, et on le voit dans plusieurs sorties. Il y a des vidéos quand même assez accablantes où il semble plutôt fatigué et même où il semble, encore une fois, pardon de l'anglicisme, mais il est awkward, il est particulier dans ses interactions humaines, et même, je trouve que même dans certaines sorties publiques, là, il n'est pas vraiment aussi bon qu'il était au début. Donc, clairement, ça ne va pas aider. Mais bon, encore une fois, tu l'as dit, Trump innocent jusqu'à preuve du contraire, se présente normalement jeudi à moins d'un grand changement. Et encore une fois, l'avenue de, bon, quelle va être la conclusion, quel va être le résultat, on va le savoir assez rapidement. Ça reste que dans un contexte de place au débat, à mon avis, je vois mal comment il pourrait être reconnu coupable et être emprisonné. Je vois plus une conclusion où l'un des 18 co-accusés risque d'avoir beaucoup plus les mains tachées d'encre, si on ne veut pas parler d'impression de vote là, dans ce contexte-ci au niveau de la campagne de 2020. Mais je pense clairement que Trump pourra possiblement en sortir avec une certaine pub qui va lui être favorable au niveau de l'investiture républicaine. On verra par la suite qu'est-ce qui se passe avec toute la logique de la campagne électorale pour la présidence américaine de 2024. Ouais, puis si je peux regarder un dernier point, pendant que tu parlais, JP, j'ai regardé effectivement un peu les sondages. DeSantis 15,2. 15,2. Trump 52,5% selon Ouais. le. D'ailleurs, je vous recommande d'ailleurs ce petit site qui est assez formidable, qui s'appelle 538, comme le nombre de grands électeurs d'ailleurs, qui est excellent, avec des jolies visualisations, etc. pour chaque sondage, etc. Puis comme des jolis graphiques, etc. Moi, j'adore ça. 52,5 Trump, le deuxième est à 15,2%. Puis le reste, c'est une Ouais. joke, quoi.
Rashwami, je sais même pas c'est qui le Rashwami, enfin excuse-moi, Rashwami. Pence 4,7, Mm. Nikki Haley 3,5, Scott, j'apprends son existence 3,4, et puis Chris Christie qui avait été candidat, je crois, durant en fait l'année de Donald Trump, je crois que c'était 2016 si je me trompe pas, qui est à 3,5. Enfin, tu vois, c'est très considérable. Ça irait faire un chamboulement effectivement dans la campagne si jamais il venait à ne pas pouvoir se présenter, mais je pense qu'effectivement Mm. il va vouloir y aller jusqu'au bout. Mais la question c'est est-ce qu'on va être capable de l'en empêcher en fait? Est-ce qu'il va être empêché? Parce que ça c'est pas à moi de juger s'il doit être effectivement empêché ou non. Et si tel est le cas, s'il est empêché, qui va être le deuxième chapeau? Puis si ça marche pas, effectivement, si ça y continue, effectivement, bah là, rendu là, c'est est-ce que Biden va réussir à se sauver ou pas? Mm. Je ne Ouais, pense exact. pas. Moi, je Ben, pense pas. c'est un peu la vision que j'ai. Et puis, tu sais, à voir justement les pourcentages. Je veux dire, Trump, si tout se règle au niveau judiciaire, il n'y a presque même pas besoin de se présenter dans un débat au niveau de l'investiture républicaine. Tu sais, c'est ce qui est fascinant avec le personnage et avec ce que les dernières années, son mandat de 4 ans et les dernières années sous les démocrates n'auront absolument pas changé la vision de l'électorat, tu sais, des die-hard électeurs côté républicain, mais également lorsqu'on parle de 50, de plus de 50%, ça reste que la masse globale des électeurs républicains continue à croire que c'est réellement le meilleur candidat pour se représenter et pour représenter le parti au niveau de la présidentielle, ce qui est absolument fascinant. Donc, c'est vraiment c'est un contexte absolument fou, là, réellement, de voir comment un candidat comme DeSantis, qui ne n'a jamais vraiment été nez à nez avec Trump, mais était clairement plus proche que ce que les stats semblent montrer présentement. Et encore une fois, on l'a dit, il pourrait avoir l'adossement de n'importe qui, sauf de Trump, puis il n'y arriverait même pas présentement selon les stats. Donc, c'est complètement fou, encore une fois, de voir ça et de réaliser. Mais bon, je Puis, pense, oui. c'est ça. Et puis, si je peux me permettre aussi un dernier point, c'est sûr que ce qui va être à comparer, et c'est là où je trouve ça assez rigolo, pareil, toujours sur 538, le taux de détestation de Biden est encore un tout petit peu plus faible que celui de Trump, en fait. Donc, tu as comme un taux de désapprobation. Je pense que c'est ça qui va jouer effectivement sur la campagne, en fait. En tout cas, sur l'élection finale. Si, encore une fois, dans le scénario d'un Trump qui arrive à sauver les fesses au niveau juridique, euh, bah, ça pourrait jouer. C'est là où va jouer, je pense, la campagne, c'est de savoir qui se fait détester le moins. Parce qu'effectivement, tu as dit Biden, je trouve qu'il n'est pas, en termes de popularité, a vraiment baissé, on va dire, dans la plupart des sondages. Et je pense qu'il va être dans l'incapacité, effectivement. Il serait d'ailleurs, en fait, je pense, face à n'importe quel autre candidat, je pense qu'il perdrait, en fait. C'est ça Ouais. c'est là où ça devient. Ça serait terrible. Peut-être pas Mike Pence, parce qu'il y a quand même une espèce de détestation chez les démocrates de Mike Pence parce que c'était le vice-président de Trump. Une certaine forme de respect quand même parce qu'il s'est opposé à lui aussi durant la fameuse prise du Capitole, ce qui fait qu'il est détesté aussi, Mike Pence, des républicains pro-Trump, évidemment. Donc, à suivre, là, pour le coup, c'est le premier d'une longue série d'épisodes sur la campagne américaine. Absolument, parce que tu sais, on va se dire les vraies choses. Ce qui va se jouer, ça va être la Géorgie puis la Pennsylvanie qui ont été extrêmement serrés pour Biden, mais qui présentement, et en plus avec les votes, si on regardait ce C'est qui s'est vrai. passé dans les midterms pour le Sénat puis pour la Chambre, c'est beaucoup moins beau pour les démocrates et souvent le parti qui est au pouvoir, les swing states qui étaient hyper serrés, qu'ils ont fait passer, mais en général, ils vont tourner, là. Donc, ça serait même pas surprenant. En fait, j'ai de l'air d'un expert politique présentement. Ces paroles-là vont être dites en anglais à CNN par Wolf Blitzer, préparez-vous, quand il va être minuit et demi le lendemain de la soirée électorale. Ça va être littéralement ça. C'est ces deux states-là, à mon avis, qui vont bouger. Le reste, un statu quo emporterait quand même les républicains et Trump au pouvoir, ce qui est absolument fascinant dans le collège électoral américain. Mais encore une fois, il n'y a pas un système qui est parfait. Je peux pas non plus. La République Cocorico, c'est pas mieux. Puis au Canada, Ah sous le non, roi c'est mieux. maintenant, Ah non, c'est c'est pas mieux non mieux. plus. C'est pas mieux Ah non non, plus. moi je trouve personnellement que c'est plus représentatif, au moins, ce scrutin de tour. Mais bon, c'est vrai que le système est tellement différent que c'est impossible à juger. Je pense qu'il est temps de rendre l'antenne, JP. Absolument. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci tout le monde pour vos écoutes. Merci Gab pour ta contribution comme à l'habitude. Vous pouvez nous retrouver, comme tu le mentionnais au tout début, sur YouTube, qui est la plateforme, étonnamment, je le mentionnais à l'époque, là, qui est phare pour les commentaires et pour les partages d'opinions, mais maintenant également pour la croissance de l'auditorat, ce qui est curieux. Mais on le prend très bien. Donc, si vous avez des opinions, des partages que vous voulez faire, n'hésitez pas à les mettre en zone commentaire sur une base publique. Si vous voulez le faire sur une base privée, Gab met toujours
dans la zone de description l'adresse courriel du podcast. Si vous avez apprécié la vidéo et le contenu, là, vous pouvez mettre un like sur l'épisode d'aujourd'hui, ainsi que vous abonner à la chaîne et mettre la cloche pour les notifications. Et sinon, pour ce qui reste, encore une fois, la majorité d'entre vous, là, les plateformes audio sont votre médium clé. Donc, sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. Même chose, si vous appréciez le contenu, mettez des likes sur les épisodes et abonnez-vous à la chaîne également. Le référencement numérique aide beaucoup, mais tout autant, sinon plus, le référencement de bouche à oreille, c'est ce qui est le plus cher à notre cœur. Donc, n'hésitez pas à le partager à des collègues, à des membres de la famille qui aiment également le sujet. On risque de parler de politique, si vous le mentionnez, dans les prochains mois aussi. Donc, ceux que ça intéresse au-delà du contexte financier, venez également vous joindre à la discussion. Ça nous fera plaisir. Je vous dis, je te dis, Gab, à la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde.